Il y avait un pli de cire noire qui attendait sur le guéridon depuis plus d'une heure, et personne dans l'antichambre où on l'avait fait patienter n'avait jugé nécessaire de lui dire ce qu'il contenait. Il y avait un homme, quelque part au fond de cette maison trop grande, qui aurait pu la renvoyer d'un mot et qui, pour des raisons qui ne devaient tenir debout qu'à 3 heures du matin, avait choisi de la faire venir. Et il y avait une femme, assise très droite sur une chaise, dont le velours avait la couleur fatiguée des choses qu'on n'utilise plus, qui pliait le premier fichu sur ses genoux, posément, comme on referme un compte dont on connaît déjà le solde. Elle comptait ses épingles avant de compter les gens, c'était plus sûr. 11 épingles dans le petit étui de fer blanc, une pelote de fil gris, des ciseaux dont l'anneau lui avait usé le pouce depuis 10 ans. Elle rangeait cela sur le guéridon, tout près du pli de cire noire, sans le toucher, avec le soin d'une femme qui sait qu'un papier fermé pèse toujours plus lourd qu'un papier ouvert. Madame la duchesse le souhaitait ainsi, avait dit l'intendant en la faisant asseoir. Il n'avait pas précisé laquelle des deux volontés, celle de la morte ou celle du vivant qu'il avait convoqué, devait à présent la tenir. Il avait dit cela et il s'était retiré dans l'ombre du chambranle où il se tenait maintenant, immobile, avec l'expression de quelqu'un qui garde une porte plutôt qu'une consigne. Novembre 1816. Le château de Rançon dressait ses ardoises grises à 2 lieues de Blois, sous une pluie menue qui vernissait les tilleuls et faisait luire le gravier de la cour, comme du plomb fondu. Camille Ferrand avait 24 ans, une robe de demi-deuil couleur de cendre qu'elle avait taillée elle-même dans un coupon soldé, et une manière de tenir les mains l'une dans l'autre qui donnait à croire qu'elle priait alors qu'elle attendait, simplement. On l'avait fait venir de la rue des Trois-Clés à Blois pour rhabiller une défunte, reprendre, retailler, effacer d'une garde-robe entière la femme qui l'avait portée. Un travail de plusieurs mois, une bourse honnête. Rien, dans la lettre qu'on lui avait envoyée, ne parlait du reste. Racontez-moi dans les commentaires de quel endroit du monde vous écoutez cette histoire, la ville, l'heure qu'il est chez vous. Je les lis tous. Et si ces récits de ducs et de femmes qui tiennent debout dans le froid font respirer votre cœur un peu plus lentement, laissez votre abonnement ici. C'est ma façon silencieuse de savoir que vous êtes revenu. Ceci est une œuvre de fiction, située dans la France de la Restauration. Les personnages, les noms et les situations sont entièrement imaginaires et toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait une pure coïncidence. Le duc entra sans qu'on l'annonçât, ce qui la renseigna mieux qu'un blason. C'était un homme qui n'avait plus personne à impressionner sous son propre toit. Grand, las, la cravate nouée par un valet et non par une main aimante, cela se voyait au pli. Trop exact, sans la petite négligence tendre qu'une femme laisse toujours au col de l'homme qu'elle habille. Il la regarda comme on regarde un meuble qu'on a commandé et dont on a oublié l'usage. Vous êtes la couturière, on vous a expliqué les conditions. On m'a expliqué le deuil, monsieur, pas les conditions. Il y eut un silence. Elle vit passer très vite, sur ce visage qu'elle ne connaissait pas encore, quelque chose qui n'était pas de la colère. Une gêne, peut-être, l'embarras d'un homme surpris à taire ce qu'il aurait dû dire, car il y avait une clause. Il l'avait su en la faisant appeler, et il avait choisi de ne pas la prononcer. Elle reposa le fichu, bien à plat sur ses genoux, et lissa le bord du pouce, 1 fois, 2 fois. Alors j'aurai, moi aussi, une demande. Dans l'ombre du chambranle, l'intendant releva la tête. On n'avait pas prévu qu'elle en eût une. On avait prévu une femme reconnaissante, une femme qui prend la bourse et baisse les yeux et remercie Madame la Duchesse d'avoir pensé, en mourant, à une couturière de la rue des Trois-Clés. Qu'on me lise la clause, à voix haute, ici, devant vous. Le duc la considéra un long moment. C'était un homme habitué à ce que les papiers parlassent tout bas, dans des cabinets, entre gens qui savaient déjà. Nul ne lui avait jamais réclamé d'entendre, énoncer au grand jour, ce qu'on préférait murmurer. Vous ne me faites pas confiance, mademoiselle Ferrand. Je fais confiance à ce qu'on dit tout haut, monsieur. C'est le peu qu'on chuchote qui coûte cher. Il tira le pli vers lui,
et brisa le cachet lui-même, de l'ongle du pouce, sans attendre l'intendant. La cire noire se fendit avec un petit bruit sec, comme une glace qui cède au printemps. Puis il chercha ses lunettes dans la poche intérieure de son habit, avec la maladresse des veufs, cette maladresse d'homme qui n'a pas encore appris à faire seul les gestes qu'une autre faisait pour lui. Et tandis qu'il cherchait, elle reprit le fichu abandonné, en lissa le bord et attendit, droite, exacte, une femme qui avait déjà fermé bien des comptes et qui savait qu'on ne signe jamais ce qu'on n'a pas entendu lire. Ce que la clause disait, il le lut d'une voix qui ne montait ni ne baissait, la voix d'un homme qui lisait un inventaire de meubles. La défunte Marguerite, duchesse de Rançon, léguait l'intégralité de sa garde-robe, robes, manteaux, dentelles, linge de corps et de nuit, à la couturière qui serait chargée de la reprendre. Mais le legs était assorti d'une condition. Celle qui accepterait ces effets s'engageait, par le fait même de les accepter, à demeurer au service du château pendant une année pleine, à compter du jour de son entrée, sans qu'elle pût s'en dédire avant terme, sous peine de rendre le legs caduc. 1 an. On l'avait engagé pour une saison. On l'enchaînait pour 1 an. Il s'arrêta. Le papier tremblait très légèrement dans sa main, non de faiblesse, mais parce qu'une fenêtre mal jointe, quelque part, laissait passer un filet d'air. Elle regarda ce tremblement plutôt que le visage, parce que le papier, lui, ne mentait pas. « Vous saviez, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je savais, et vous ne me l'auriez pas dit. » Il posa les lunettes sur le guéridon, à côté des épingles rangées, et il eut ce geste de la main qu'elle finirait par connaître par cœur. 2 doigts qui pressaient l'arête du nez, à l'endroit où les lunettes avaient marqué la peau, comme on efface une phrase qu'on regrette. « Je vous l'aurais dit dans 1 mois, quand il aurait été trop tard pour reculer et trop tôt pour regretter. C'est ainsi qu'on procède, dans les maisons comme celle-ci. On laisse les gens s'attacher avant de leur montrer la chaîne. » Elle ne répondit rien à cela, mais sa bouche fit quelque chose qui était la retenue précise d'un sourire, et elle se pencha pour reprendre son étui d'épingles. Ce fut ainsi que Camille Ferrand entra au château de Rançon un mardi de novembre, sous une pluie qui ne se décidait pas à finir, avec 11 épingles, une paire de ciseaux usés, et la certitude tranquille qu'elle venait de louer 1 année de sa vie à un homme qui ne savait pas encore qu'il l'avait perdue, cette année-là, bien avant elle. On lui donna une chambre au 2e étage, sous les combles, du côté qui donnait sur le potager et non sur les jardins d'apparat. C'était une chambre propre, froide, avec un lit étroit, une table, une chaise et une lucarne à travers laquelle on voyait, quand la pluie s'arrêtait, une bande de ciel gris qui commençait gris sans conviction et finissait gris avec détermination. Elle y posa son coffret, défit son châle et se tint un moment à la lucarne, à regarder le potager où un vieux jardinier retournait une planche de terre noire sous le crachin, avec la patience de celui qui ne travaille plus pour la récolte, mais pour l'habitude. On lui montra ensuite la garde-robe. C'était une pièce à elle seule, contiguë à l'ancien appartement de la duchesse, tapissée d'armoires de noyer qui montaient jusqu'au plafond. Et quand l'intendant en ouvrit les portes, il en tomba une odeur d'iris et de camphre, l'odeur exacte d'une femme qu'on avait rangée. Il y avait là de quoi habiller 3 vies. Des robes de bal jamais portées 2 fois, des manteaux de voyage aux ourlets encore raides, des châles de cachemire pliés dans du papier de soie, du linge de nuit blanc comme de la neige tombée la veille, une garde-robe entière, une femme entière, en creux, dans le vide de ces tissus qui gardaient encore la forme de personne. « Vous reprendrez tout, » dit l'intendant. Il s'appelait Reynaud, un homme sec, aux mains soignées, qui avait servi le père du duc et servait le fils avec la même exactitude, sans chaleur. « Monsieur ne veut plus voir ces robes telles qu'elles sont. Il veut qu'on en fasse autre chose, des vêtements pour les pauvres de la paroisse, du linge pour l'hospice, ce que vous voudrez, que le tissu vive et que la femme s'efface. Vous comprenez ? Je comprends le tissu, monsieur Reynaud. La femme, je la découvrirai en la découdant. » Il la regarda avec l'expression de quelqu'un qui range une remarque dans un tiroir pour la ressortir plus tard, et il se retira.
Elle commença le lendemain, au matin, avec la lumière blanche et pauvre de novembre, qui entrait de biais par la haute fenêtre à guillotine. Elle prit d'abord les robes du dessus, les plus simples, celles du quotidien, parce qu'il faut toujours commencer par le facile, pour que les mains apprennent la personne avant d'aborder le difficile. Et en découdant la première, une robe de matin d'un gris tourterelle, taillée par un bon faiseur de Paris, mais reprise plusieurs fois à la taille, élargie puis reprise, élargie encore, elle apprit une première chose sur la duchesse Marguerite. Cette femme avait maigri longtemps, lentement, pendant des années. On ne reprend pas 6 fois la même taille pour la mode. On la reprend pour la maladie. Il y avait quelque chose dans ces coutures reprises et défaites que la mode n'expliquait pas. Il y avait quelque chose dans la façon dont on avait rallongé les manches, comme si les bras avaient fini par avoir froid en toute saison. Il y avait quelque chose que Camille, penchée sur le tissu, n'avait pas encore le vocabulaire pour nommer, mais qu'elle reconnaissait à la manière dont sa propre mère, à la fin, avait porté des châles au mois de juin. Elle travailla 3 semaines sans presque voir le duc. Elle l'entendait surtout. Le château était de ces maisons où le silence porte les bruits comme l'eau porte les voix. Elle l'entendait descendre à la bibliothèque le soir, tard, quand tout dormait. Elle reconnaissait son pas dans l'escalier, un pas égal qui s'arrêtait toujours au 3e degré à partir du bas, celui dont la rampe de merisier était usée jusqu'au bois clair par 3 générations de mains, un temps d'arrêt d'1 seconde, chaque nuit, à cet endroit précis, comme si l'homme hésitait chaque soir à descendre vers quelque chose. Elle ne sut jamais s'il s'arrêtait pour écouter la maison ou pour se souvenir de quelqu'un qui descendait avec lui, jadis. Leur première vraie conversation eut lieu dans la bibliothèque, un soir, par accident. Elle y était venue chercher un livre. Reynaud lui avait dit qu'elle pouvait y prendre ce qu'elle voulait, une permission jetée avec l'indifférence de qui ne croit pas qu'une couturière lise. Et elle avait choisi la pièce la plus tardive, parce qu'elle croyait la maison endormie. C'était une bibliothèque à 2 étages, avec une galerie de fer forgé qu'on atteignait par un petit escalier en colimaçon, et des milliers de dos de cuir qui montaient dans l'ombre au-dessus des lampes. Elle était en haut, sur la galerie, une bougie à la main, quand la porte s'ouvrit en bas. Le duc entra, ne la vit pas, et alla droit à un fauteuil près du feu mourant. Il s'assit. Il resta un long moment sans rien faire, les mains à plat sur les accoudoirs, le regard fixé sur un point moyen entre les chenets et le vide. De l'autre côté de la balustrade de fer, en haut, elle n'osait plus bouger, prise au piège de sa propre discrétion, condamnée à le regarder croire qu'il était seul. Et un homme qui se croit seul est une chose qu'on n'a pas le droit de voir. Elle apprit, cette nuit-là, plus sur lui qu'en 3 semaines de château. Elle apprit qu'il ne pleurait pas, qu'il ne buvait pas, qu'il restait simplement assis devant un feu éteint avec l'expression de quelqu'un qui attend qu'on lui rende un objet qu'il s'est perdu. La bougie coula sur ses doigts. Elle eut un mouvement, la cire brûlante. Le petit bruit la trahit. « Il y a quelqu'un », dit-il sans se retourner. Ce n'était pas une question non plus. « La couturière, monsieur. Je suis désolé, j'ai cru la maison endormie. La maison ne dort jamais. » Elle fait semblant. Il se leva, chercha des yeux la galerie et la trouva. « Que lisez-vous à cette heure, sur mon échelle de fer ?»« Rien encore. Je n'ai pas eu le temps de choisir. » Il eut alors un geste qu'elle ne comprit pas d'abord. Il alla à un rayon, à droite de la cheminée, en tira un volume sans hésiter. Il connaissait la place de chaque livre comme un aveugle connaît sa chambre et le posa sur la table, ouvert, en dessous d'elle. Celui-ci, elle le lisait. Vous verrez dans la marge une écriture. Rendez-le-moi quand vous aurez fini. Je ne l'ai jamais fini moi-même. Puis il sortit sans bonsoir, laissant la porte ouverte derrière lui, comme les gens qui ne pensent pas qu'on les suit. Elle descendit. Le livre était un recueil de lettres, et dans la marge de la 3e page, d'une écriture fine et penchée, un peu tremblée sur la fin des mots, la duchesse avait noté « Il croit que le silence est une réponse. Ce n'est qu'une question qu'on a peur de poser. »
Camille resta longtemps la main sur cette phrase. Elle ne savait pas encore de qui la duchesse parlait, du duc, d'elle-même, de Dieu peut-être. Mais elle glissa le livre sous son bras, remonta à sa chambre et le rangea sous son matelas comme on cache une chose dont on n'a pas encore décidé si elle vous appartient. Décembre s'installa. Le froid vint pour de bon, et avec lui les petites ruses de la vie du château pour tromper l'hiver. Les braseros dans les couloirs, les bassinoires dans les lits, les volets qu'on fermait à 4 heures parce que le jour n'avait plus rien à donner. Camille avançait dans la garde-robe comme on avance dans une biographie. Chaque robe lui disait un chapitre. La robe de mariée, tout au fond, à peine jaunie, avec une reprise minuscule à l'ourlet faite à la main, pas par un professionnel, la duchesse avait dû accrocher sa traîne à la porte de l'église et la recoudre elle-même, ce jour-là, avant d'entrer. Camille refusa de la découdre. Elle la remit dans le papier de soie et n'en parla à personne. Certaines choses, on les rhabille en les laissant tranquilles. Et il y avait la serre. Elle la découvrit un matin de la mi-décembre, en cherchant la lingerie où séchaient les tissus lavés. Renaud lui avait indiqué une aile qu'elle ne connaissait pas. Et au bout d'un couloir dallé, derrière une porte vitrée embuée, elle trouva un long jardin d'hiver sous verre, une serre où, contre toute logique, contre tout le gris de la Sologne en décembre, il faisait chaud et vert et vivant. Des orangers en caisse, des camélias en fleurs, blancs et rouges, obstinés, insolents de couleur. Un poêle de fonte au fond, qu'un homme entretenait, le même vieux jardinier du potager qui leva à peine les yeux. « C'est monsieur qui veut qu'on la chauffe », dit-il, comme pour s'excuser d'une dépense qu'il jugeait déraisonnable. Toute l'année, 16 degrés, jamais moins. C'était le jardin de madame. Elle y venait le matin. Depuis qu'elle est partie, il n'y vient plus personne. Mais on chauffe, 16 degrés, toute l'année, pour une serre où plus personne n'entrait. Camille regarda les camélias, ces fleurs qui s'ouvraient pour un jardin vide, et elle sentit passer en elle quelque chose qu'elle ne voulut pas nommer non plus. Elle prit l'habitude d'y étendre ses tissus. Elle prit l'habitude bientôt d'y venir même sans tissu. C'était le seul endroit du château où l'on avait chaud, et où la mort ne sentait pas le camphre, mais la terre mouillée et le verre. Ce que la ville savait du duc de Rançon, elle finit par l'apprendre, comme on apprend tout, par les cuisines. Il y avait une cuisinière, Joséphine, une femme large et bonne qui parlait en pétrissant, et qui prit Camille en amitié parce que Camille reprisait ses tabliers sans qu'on le lui demandât. C'est par Joséphine qu'elle sut que le duc avait 41 ans, qu'il avait épousé Marguerite à 23, un mariage arrangé entre 2 terres, mais que, disait-on, les 2 terres avaient fini par s'aimer, à leur manière lente, que la duchesse avait été malade 7 ans, d'un mal des poumons qu'aucun médecin de Paris ni de Vienne n'avait su nommer autrement que par des mots latins qui coûtaient cher, qu'elle était morte au printemps, au mois de mai, un matin où la serre était en fleurs. Et c'est par Joséphine aussi qu'elle entendit pour la première fois le nom de la comtesse de Verlac. « Elle reviendra à Noël, celle-là », dit la cuisinière en abattant sa pâte sur la table de marbre. « Vous verrez, elle rôde depuis le mois de juin. Une belle femme, je ne dis pas. Veuve, elle aussi, mais veuve à la manière dont on est riche. Ça se porte bien. Sa terre touche celle de monsieur au nord. Le lot du nord, qu'on appelle. Croissants arpents entre eux deux, et tout le pays qui compte les mois avant qu'on marie les arpents ensemble. » Camille rangea ce nom comme Renaud rangeait ses remarques. La comtesse de Verlac, le lot du nord. Elle n'y pensa plus. Elle avait tort. Les semaines passèrent, et une chose étrange arriva, sans qu'aucun des deux la nommât. Le duc prit l'habitude de la bibliothèque à l'heure où elle y venait. Il ne s'était rien dit. Il n'avait rien convenu. Mais il descendait à 10 heures, s'arrêtait au 3e degré, entrait, et elle était là, sur la galerie ou près du feu, avec le recueil de lettres qu'elle n'avait toujours pas rendu parce qu'elle ne l'avait pas fini, et lui non plus. Et cela leur faisait une raison commune de ne pas se séparer du livre. Ils parlaient peu, c'était le genre de silence qui ne demandait pas de compagnie, et pourtant en trouvait. Il lui posait une question par soir, jamais 2. Il demandait d'où elle venait, de Blois, de la rue des Trois Clés, fille d'une lingère et d'un père qu'elle n'avait pas connu.
Il demandait si elle avait appris seule, non de sa mère, qui avait appris de la sienne, une lignée de femmes qui savaient rendre neuf ce que les riches jetaient. Il demandait un soir, avec l'expression de quelqu'un qui avait préparé la question longtemps à l'avance et attendait le moment de la rendre banale, « Qu'avez-vous appris d'elle en cousant ses robes ?» Camille posa son ouvrage sur ses genoux. « Qu'elle a eu froid pendant des années, monsieur, qu'on a rallongé toutes ses manches, qu'elle a maigri lentement et qu'elle l'a caché tant qu'elle a pu, parce qu'on reprend une taille en secret quand on ne veut pas qu'un homme s'inquiète. Qu'elle cousait mal, mais avec entêtement. Il y a des reprises de sa main dans presque chaque robe, aux endroits qui ne se voient pas. Elle n'aimait pas jeter, comme moi. » Le duc resta un long moment sans rien dire. De l'autre côté de la table, la lampe faisait deux ombres sur son visage, et l'une des deux bougea quand il ferma les yeux. Une seconde, pas plus. « Personne ne m'a jamais parlé d'elle comme d'une femme qui avait froid, » dit-il enfin. « On m'a parlé de sa dot, de sa terre, de sa maladie, de sa mort, de ses manches, jamais. » Il se leva, alla à la fenêtre, écarta le rideau sur la nuit noire et la pluie. « Continuez, mademoiselle Ferrand, non pas de coudre, de me la dire. » Ce fut, comprit-elle plus tard, le soir où quelque chose changea de degré sans changer de nature. Elle ne cessa pas d'être la couturière, il ne cessa pas d'être le duc. Mais il y avait désormais entre eux une femme morte qu'ils reconstruisaient à deux, elle par le tissu et lui par le souvenir. Et l'on ne reconstruit pas longtemps quelqu'un ensemble sans se construire un peu l'un l'autre. Des mois plus tard, quand on retrouverait certaines lettres dans le tiroir d'acajou du secrétaire de la bibliothèque, on comprendrait que cet hiver-là s'était joué autre chose que ce que chacun croyait vivre. Mais on n'en était pas là. On en était à décembre, et à Noël, et à la comtesse de Verlac qui revint, comme Joséphine l'avait promis, dans une berline noire tirée par 4 chevaux gris, un matin où le gel avait pris le gravier de la cour. Camille la vit d'abord de sa lucarne. Une femme qui descendait de voiture avec la lenteur de celles qui savent qu'on les regarde, un manteau de velours bordé de martre, et sous la capote, un profil net, beau, exact, le genre de beauté qui ne laisse rien au hasard et rien à la tendresse. La comtesse leva les yeux vers la façade, comme pour l'inventorier, et son regard glissa un instant sur la lucarne du second étage sans s'y arrêter, de la manière dont on ne s'arrête pas sur une fenêtre de domestique. Elle resta 3 jours. 3 jours pendant lesquels le duc ne descendit pas à la bibliothèque et Camille y vint seule, avec le recueil de lettres, et lut jusqu'à la dernière page sans lui, parce qu'il fallait bien que l'un des deux le finît. La dernière lettre du recueil était une lettre de rupture, très ancienne, très douce, écrite par une femme qui avait choisi la raison contre le cœur et le regrettait à chaque ligne sans jamais le dire. Dans la marge, la même écriture penchée et tremblée avait noté un seul mot, « Non ». Un refus adressé à qui, contre quoi, Camille ne le sut pas, mais elle ferma le livre avec le sentiment d'avoir surpris une conversation qui durait depuis des années entre une femme et elle-même. Le 3e soir, Renaud vint la chercher dans la garde-robe. « Madame la comtesse souhaite vous voir. » On la fit descendre au petit salon vert, celui des visites d'importance, où un feu haut brûlait et où la comtesse de Verlac était assise dans une bergère, une tasse de porcelaine à la main, avec l'expression de quelqu'un qui reçoit chez elle dans une maison qui n'est pas encore la sienne, mais le sera. Le duc se tenait debout près de la cheminée, un peu en retrait, de l'autre côté de la pièce, et il regardait le feu plutôt que les 2 femmes, avec cette immobilité qu'elle avait appris à lire comme du travail intérieur et non comme de l'absence. « Voici donc la fameuse couturière, » dit la comtesse. Sa voix était agréable, posée, terriblement aimable. « On me dit que vous faites des miracles avec de vieux chiffons. Approchez, montrez-moi vos mains. » Camille approcha et tendit ses mains. Des mains de couturière, la pulpe du pouce durci, une petite cicatrice à l'index, l'ongle du majeur coupé plus court que les autres pour ne pas accrocher le fil. La comtesse les regarda avec une curiosité polie, comme on regarde l'outil d'un métier qu'on ne fera jamais. « Des mains honnêtes, dit-elle. C'est bien. J'aime les gens qui ont un métier,
Cela leur donne quelque chose à quoi retourner. » Elle reposa sa tasse. « Je vous le dis franchement, mademoiselle, parce que je crois qu'entre femmes de bon sens, les choses vont plus vite. Quand je serai maîtresse ici, car je le serai, ces choses-là se décident entre familles. Vous le savez, je n'aurai pas l'usage d'une garde-robe de morte reprisée pour les pauvres. J'aurai mes faiseurs. Vous finirez votre ouvrage. On vous paiera bien et vous retournerez à Blois avec une bourse dont vous vous souviendrez. Voilà, il n'y a là rien que d'aimable. » C'était habile. C'était même presque bon. Il n'y avait pas une insulte à saisir, pas un mot à reprendre. Simplement tout entière, la place assignée, la porte montrée à l'avance avec le sourire. Camille inclina la tête très légèrement. « Madame est trop bonne de penser à mon retour, mais je crains de ne pouvoir en disposer. Une clause du testament de Madame la Duchesse me lie à cette maison pour une année pleine. Je ne pars qu'en novembre. » Elle vit, et ce fut le seul plaisir qu'elle s'accorda, le sourire de la comtesse s'immobiliser d'un demi-degré. De l'autre côté de la pièce, le duc n'avait pas bougé, mais sa main, posée sur le marbre de la cheminée, s'était refermée puis rouverte, une fois. Il n'avait pas parlé de la clause à la comtesse, il ne parlait de la clause à personne. Il la portait comme un homme porte une pierre dans sa poche, sans la montrer, mais en marchant de travers. « Une année !» répéta la comtesse, « comme c'est romanesque. Marguerite avait de ses idées. » Elle se tourna vers le duc avec une aisance possessive. « Vous ne m'aviez pas dit, mon ami, que votre défunte épouse enchaînait des couturières à son fantôme. »« Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dites, madame, » répondit le duc. Ce fut tout. Mais Camille, qui savait lire les coutures, sut que cette phrase-là avait été reprise plusieurs fois avant d'être dite et qu'elle tenait dessous autre chose que ce qu'elle montrait. On la renvoya à son ouvrage. La comtesse partit le lendemain. Et le surlendemain soir, le duc redescendit à la bibliothèque, s'arrêta au 3e degré, entra et trouva Camille avec le recueil fermé sur ses genoux. « Vous l'avez fini, dit-il. « Je l'ai fini, sans moi. Il fallait bien que l'un de nous deux sût comment cela se termine, monsieur. » Il vint s'asseoir. Il ne demanda pas comment cela se terminait. Il regarda le feu et au bout d'un moment il dit, de la voix d'un homme qui rend enfin un objet qu'il tenait depuis trop longtemps. « Elle et moi, nous ne nous sommes pas mariés par amour, mademoiselle Ferrand. Vous le savez, tout le pays le sait, 2 terres qu'on marie. Nous avons vécu 20 ans côte à côte comme 2 personnes qui partagent un parapluie sous une averse. Proches, secs, chacun surveillant que l'autre ne prenne pas toute la place. Et puis elle est tombée malade. Et c'est en la voyant mourir que j'ai compris que j'avais partagé le parapluie de la seule personne au monde avec qui j'aurais voulu prendre la pluie. » Il s'arrêta. « Je ne le lui ai jamais dit. On ne dit pas ces choses dans les maisons comme celle-ci. On les laisse dans la marge des livres en espérant que l'autre les lira. » Camille pensa au nom écrit dans la marge de la dernière lettre, où il croit que le silence est une réponse. Elle comprit ce soir-là que la duchesse Marguerite avait passé 7 ans à écrire dans les marges à un homme qui ne lisait jamais jusqu'au bout, et qu'elle était morte en laissant, dans les plis de ses robes et dans les blancs de ses livres, toute une vie de choses tues. « Pourquoi m'avez-vous fait venir, moi ?» demanda Camille. « Il y a des couturières à Blois qui valent mieux que moi et coûtent moins. » Le duc la regarda longtemps. « Parce que c'est elle qui vous a demandé, par son nom, dans son testament. Camille Ferrand, rue des 3 Clés. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que vous, peut-être, vous le sauriez. » Elle ne le savait pas. Et cette question, pourquoi une duchesse mourante avait-elle inscrit dans ses dernières volontés le nom d'une couturière qu'elle ne connaissait pas, devint la pierre que Camille se mit à porter dans sa propre poche, à marcher de travers à son tour, tout l'hiver. Janvier fut blanc. La neige tomba sur la Sologne et tint 3 semaines, feutrant le château, effaçant les routes, isolant Rançon du monde comme une maison prise dans du coton. Ce fut, curieusement, le temps le plus doux. Coupés de tout, le duc et la couturière tombèrent dans une routine qui ne portait pas de nom et n'en avait pas besoin. Le matin, elle cousait dans la garde-robe ou dans la serre. L'après-midi, quand la lumière tombait,
Elle descendait ses ouvrages à la bibliothèque, et il travaillait à ses comptes à l'autre bout de la grande table, et ils ne se parlaient pas toujours, mais le silence, désormais, était habité. Le soir, ils lisaient. Ils avaient commencé un autre livre. Elle apprit à le connaître par ses mains, comme elle avait appris à connaître la duchesse par ses coutures. Elle sut qu'il pressait l'arête de son nez quand il regrettait un mot, qu'il tapotait le bois de la table, 3 coups légers, quand il réfléchissait à quelque chose qu'il ne voulait pas dire tout de suite, qu'il rangeait ses plumes par ordre de taille sans y penser, qu'il gardait dans le tiroir de gauche de son secrétaire un dé à coudre d'argent, celui de Marguerite. Elle le reconnut. Il en manquait la même petite entaille au bord que sur ceux qu'elle avait trouvés dans la garde-robe. Il le prenait parfois, le faisait tourner entre 2 doigts et le remettait. C'était le genre de geste qu'un homme ne se sait pas faire. Il y avait quelque chose dans cet homme qu'elle avait d'abord pris pour de la froideur et qu'elle nommait maintenant autrement. Il y avait quelque chose dans sa manière de laisser les portes ouvertes derrière lui. Il y avait quelque chose dans la façon dont il chauffait une serre pour une morte et gardait un dé à coudre dans un tiroir. Ce n'était pas de la froideur, ce n'était pas non plus du chagrin, pas seulement. C'était l'entêtement d'un homme qui refusait de laisser partir tout à fait ce qu'il n'avait pas su retenir vivant. Un soir de la fin janvier, en rangeant un panier de retail dans la garde-robe, elle trouva la chose qui allait tout déplacer. C'était dans la doublure d'un manteau de voyage, un manteau gris sombre que la duchesse avait dû beaucoup porter, à en juger par l'usure des poches. En découdant la doublure pour la retourner, ses doigts rencontrèrent une raideur qui n'était pas du tissu, un papier cousu à l'intérieur entre l'étoffe et la ouate. Camille défit 3 points avec la pointe de ses ciseaux et retira un pli plié en 8, jauni, tenu par personne, cousu là comme on cache une chose qu'on ne veut ni détruire ni montrer. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle le tint dans sa main, dans la lumière pauvre de la fenêtre, et elle sentit que ce papier-là pesait plus lourd que le pli de cire noire du premier jour. Puis elle le glissa dans la poche intérieure de son corsage, contre elle, et le garda 3 jours sans le lire, parce qu'il y a des contes qu'on n'ouvre pas le soir, de peur de ne pas dormir. Quand elle le lut enfin, ce fut à la serre. Un matin, à 16 degrés, sous les camélias, c'était une lettre de la main de Marguerite, non datée, non adressée, ou plutôt adressée à personne et à tout le monde. Le genre de lettre qu'on écrit pour soi quand on sait qu'on va mourir et qu'il reste des choses à mettre en ordre. Camille la lut 2 fois, puis elle resta longtemps assise, le papier sur les genoux, à regarder un camélia rouge s'ouvrir un peu plus, obstinément, pour un jardin vide. La lettre disait ceci, et Camille en apprit chaque mot par cœur, comme on apprend les choses qu'on ne pourra montrer à personne. Elle disait qu'à l'automne 1814, une couturière de Blois était venue au château rhabiller les rideaux du grand salon. Qu'un après-midi, cette couturière, une jeune femme, avait surpris la duchesse dans une crise de son mal, seule, tombée près de la fenêtre, incapable de reprendre son souffle ni d'appeler. Que la couturière, au lieu d'aller chercher du secours et de faire un esclandre qui aurait effrayé le duc et rempli la maison de médecins, s'était agenouillée, avait desserré le lacet du corset de ses propres mains, avait ouvert la fenêtre, avait tenu la duchesse contre elle jusqu'à ce que le souffle revint, sans un mot, sans un cri, avec le calme d'une femme qui avait déjà vu mourir sa mère du même mal. Que la crise passée, la couturière avait relâché le corset, remis la duchesse dans son fauteuil, replié le fichu tombé et n'avait jamais soufflé mot à personne de ce qu'elle avait vu, parce que, avait-elle dit, « Ce qu'on chuchote coûte cher, madame, et ceci ne regarde que vous. » La duchesse avait demandé son nom, Camille Ferrand, rue des 3 Clés. Et la lettre finissait ainsi. « Je meurs en devant ma seule minute de paix véritable à une femme dont mon mari n'a jamais entendu le nom. Je ne peux pas la remercier de mon vivant sans que la maison sache ce qu'elle a vu. Alors, je la remercierai en mourant. Que mes robes lui reviennent, elle en fera mieux que je n'en ai fait, et qu'on la garde 1 an ici, sous prétexte de mes coutures. 1 an, c'est le temps qu'il faut pour qu'un homme finisse un livre.
Peut-être qu'à la fin de l'année, l'un des deux aura appris à lire jusqu'au bout ce que l'autre écrit dans les marges. Je n'aurais pas su le faire. Je leur laisse ma place à la pluie. Camille replia la lettre. Elle comprit alors 3 choses en même temps et chacune lui coûta une respiration. Elle comprit d'abord pourquoi elle avait cru ne pas connaître le château et pourtant reconnu, le premier jour, l'odeur d'iris et de camphre. Elle était déjà venue 2 ans plus tôt pour les rideaux du grand salon. Elle avait tout à fait oublié la femme tombée près de la fenêtre. Non, elle ne l'avait pas oubliée. Elle l'avait rangée, comme elle rangeait tout, dans le tiroir des choses qu'on ne raconte pas. Elle n'avait jamais fait le lien entre cette dame en détresse et la duchesse morte qu'elle rhabillait maintenant. On ne regarde pas le visage des gens qu'on sauve, on regarde leur souffle. Elle comprit ensuite que la clause n'était pas une chaîne. C'était un cadeau déguisé en chaîne, parce que la duchesse avait su qu'une femme comme Camille refuserait un cadeau et accepterait une obligation. On l'avait enchaînée pour 1 an à seule fin de lui donner 1 an. Et elle comprit enfin la chose la plus lourde, que la duchesse morte, en écrivant « Je leur laisse ma place à la pluie », avait vu d'où elle regardait ce que ni le duc ni Camille ne s'étaient encore avoué. Une femme mourante avait arrangé du fond de son testament que son mari ne partageât plus jamais son parapluie tout seul. Camille remit la lettre dans la poche intérieure de son corsage. Elle ne dit rien au duc, pas encore. C'était une chose qu'on dit tout haut, un jour, dans la bonne lumière, et pas dans la précipitation d'un aveu. Mais elle sut, à partir de ce matin-là, qu'elle ne partirait pas en novembre comme elle était venue en novembre. Elle sut que quelque chose devait se dire avant ou ne se dirait jamais. Et elle sut, avec la peur exacte des gens qui ont enfin quelque chose à perdre, que le temps qu'il lui restait avait maintenant une fin marquée sur un calendrier. Car février ramena la comtesse de Verlac, et avec elle, le monde. La neige fondit, les routes rouvrirent, et Rançon cessa d'être une maison prise dans du coton pour redevenir un château que le pays surveillait. La comtesse revint 2 fois en février, 3 fois en mars. Elle apportait dans son sillage des projets, des visites, des dîners. Le château, qui n'avait pas reçu depuis la mort de la duchesse, se remit à recevoir. On rouvrit le grand salon, celui-là même dont Camille avait 2 ans plus tôt rhabillé les rideaux, ce qu'elle seule savait. On donna des dîners où les couverts avaient des noms, où 15 personnes parlaient à voix basse de choses qu'on décidait entre familles. Camille cousait toujours dans la garde-robe et lisait toujours, certains soirs, dans la bibliothèque. Mais les soirs se firent rares. Le duc, repris par le monde, remontait tard, épuisé d'une fatigue qui n'était pas celle de l'hiver. Il ne s'arrêtait plus toujours au 3e degré. 1 fois, 2 fois, Camille l'attendit avec le livre ouvert, et il ne vint pas. Ce que la ville disait, elle le savait par Joséphine, et ce que la ville disait montait, mois après mois, comme l'eau derrière une écluse. La ville disait que le deuil était fini. La ville disait que 300 arpents et 2 titres allaient enfin se marier. La ville disait qu'on annoncerait la chose au grand bal de printemps que la comtesse voulait donner à Verlac, à la Pentecôte, et qu'on lisait déjà dans le chauffage des cheminées de 2 châteaux la date d'une noce d'été. Ce que les salons chuchotaient, Camille l'entendait dans les blancs. Ce que les sourcils levés de l'autre côté des tables de whist voulaient dire quand on parlait de la petite couturière que la duchesse a laissée là par lubie, elle le comprenait sans qu'on le lui traduisît. Ce que l'on ne disait pas tout haut, qu'une femme de rien n'avait pas à passer ses soirées dans la bibliothèque d'un duc, close ou pas close, courait sous les tapis de tous les salons du pays. Et un matin d'avril, Renaud vint la trouver dans la garde-robe, plus sec encore que d'ordinaire, avec l'expression de quelqu'un qui exécute un ordre qu'il désapprouve. « Mademoiselle Ferrand, on va procéder à la lecture officielle et complète du testament de Madame la Duchesse. Le notaire de Blois vient jeudi. Madame la Comtesse a jugé qu'il convenait de mettre les choses au clair avant les événements du printemps. Votre présence est requise. Ma présence est toujours requise, Monsieur Renaud, pour tout ce qui me concerne. Je vous l'ai dit le premier jour. » Il la regarda, et pour la première fois en 5 mois, quelque chose comme un respect
passa dans ses yeux de vieux serviteur. « Je m'en souviens, mademoiselle. C'est bien pour cela que je suis venu vous prévenir moi-même. » La lecture eut lieu le jeudi dans le grand salon, sous les rideaux que Camille avait rhabillés 2 ans plus tôt et que personne ne savait d'elle. Il y avait le notaire de Blois, un petit homme méthodique aux besicles rondes. Il y avait le duc au bout de la table, immobile. Il y avait la comtesse de Verlac, dans une robe de soie tourterelle, la couleur exacte de la première robe que Camille avait décousue, ce qui fit à Camille un effet qu'elle ne montra pas. Il y avait un cousin du duc, un certain Gustave de Rançon, venu de Tours, un homme jeune aux mains molles qui regardait les meubles comme on regarde un héritage. Et il y avait Camille, debout au fond, près de la porte, à la place qu'on assigne aux gens dont la présence est requise, mais non désirée. Le notaire lut. Il lut les legs aux domestiques, les rentes, les messes. Il lut le legs de la garde-robe à la couturière chargée de la reprendre, mademoiselle Camille Ferrand. Et la clause de l'année de service, et la comtesse, à ce passage, eut un petit mouvement de la main comme pour balayer une mouche. Puis le notaire tourna une page, ajusta ses besicles et dit « Il y a un codicille ». Le duc leva la tête. Il ne savait pas. Cela se vit à la manière dont sa main quitta le bras du fauteuil. Un codicille de la main de madame la duchesse, déposé séparément à n'ouvrir qu'à la lecture complète, 1 an après le décès ou à la première réunion de la famille, selon celle des 2 dates qui viendraient la première. Le notaire brisa un second cachet de la cire noire encore, et Camille sentit contre sa poitrine, dans la poche intérieure du corsage, le poids de la lettre cousue qu'elle avait trouvée, comme si les 2 papiers, celui-ci et celui-là, se répondaient à travers la mort. Je lis. Il lut. Et ce qu'il lut fit dans le grand salon un silence qu'on aurait pu coudre. Le codicille disposait que le lot du Nord, les 300 arpents qui touchèrent la terre de Verlac, ceux-là même que tout le pays voulait marier, n'appartenaient pas au duc en propre, comme chacun le croyait, mais faisaient partie de la dot personnelle de la duchesse dont elle avait toujours gardé la libre disposition. Et la duchesse en disposait ainsi. Elle les léguait non à son mari, non à son cousin Gustave, mais à une œuvre, une fondation pour les femmes sans état de la région de Blois, lingères, couturières, dentelières, veuves de métier, qui apprendraient là un travail et un toit, une maison sur le lot du Nord. Et elle nommait pour l'administrer, à charge d'y consacrer autant d'années qu'il lui plairait, mademoiselle Camille Ferrand, en qui j'ai reconnu la seule personne de ma connaissance qui sache faire du neuf avec ce que les autres jettent, les tissus comme les gens. Le silence dura. Puis la comtesse de Verlac se leva. Elle était très pâle et très maîtresse d'elle-même, et sa voix, quand elle parla, resta aimable jusqu'au bout, ce qui la rendit terrible. « Voilà qui est fort ingénieux, dit-elle, une morte qui distribue les terres des vivants. » Elle se tourna vers le duc. « Mon ami, vous saviez ?»« Non, dit le duc. » Il regardait Camille, au fond de la pièce, de l'autre côté de la table, de l'autre côté de tout. « Je ne savais pas, je découvre en même temps que vous. » Alors vous conviendrez qu'il y a la matière à contester. Une femme dans son état, malade, influençable. On a vu des testaments cassés pour moins. Et Camille comprit qu'elle tenait dans ce moment précis une falaise, qu'il suffisait au duc d'un mot, oui, contestons, pour que le lot du Nord revînt dans le pot commun, se mariât aux arpents de Verlac, et que tout rentrât dans l'ordre que le pays attendait. Il suffisait au duc de choisir la terre, le monde, la comtesse, l'ordre. Et une couturière ne conteste pas un duc. Une couturière prend sa bourse et retourne rue des 3 Clés. Elle crut pendant la durée de 3 battements de cœur que tout était perdu. Elle crut qu'elle avait passé un hiver à reconstruire une morte pour un homme qui, l'épreuve venue, choisirait ses arpents. Elle baissa les yeux sur ses propres mains, les mains honnêtes, la cicatrice à l'index, et elle se prépara, comme elle s'était toujours préparée, à fermer un compte dont elle connaissait le solde. Le duc se leva, il alla à la fenêtre, écarta le rideau de Camille, et regarda un moment le parc où Avril mettait un verre timide. Puis il se retourna, et il parla, et il ne regardait ni le notaire, ni son cousin,
ni la comtesse. Il regardait le fond de la pièce. Ma femme n'a jamais été influençable, madame. C'est même la seule chose que je puisse dire d'elle avec certitude, après 20 ans. Que personne, jamais, n'a réussi à lui faire signer ce qu'elle n'avait pas entendu lire jusqu'au bout, ni écrire ce qu'elle ne pensait pas. Il laissa retomber le rideau. Ce codicille est de sa main et de sa volonté. Je ne le contesterai pas. Je le ferai exécuter à la lettre. Vous êtes en train de donner 300 arpents à une couturière, dit la comtesse, et pour la première fois, sa voix se fait là d'un demi-ton. Je ne donne rien, madame, je rends. Ma femme a passé 7 ans à écrire des choses dans les marges en espérant qu'on les lise. On ne les a pas lues. Moi le premier, je ne recommencerai pas cette faute-là. Il se rassit. Maître, poursuivez. Le codicille tient. La comtesse de Verlac quitta le château de Rançon le lendemain dans sa berline noire tirée par 4 chevaux gris et ne revint pas. On dit dans le pays qu'elle épousa l'automne suivant un armateur de Nantes qui possédait, lui, ses propres arpents et n'avait pas de morte pour les distribuer. Le cousin Gustave repartit pour Tours avec l'expression de quelqu'un qui a compté des meubles pour rien. Et le château, le surlendemain, retomba dans son silence. Mais ce n'était plus le même silence, car maintenant, il y avait entre le duc et Camille non plus seulement une morte à reconstruire, mais une chose qu'une morte avait construite pour eux et que ni l'un ni l'autre ne savaient comment habiter. Ils ne se virent pas pendant plusieurs jours. Elle continua de coudre. Il continua ses comptes. La maison ramena la couturière et le maître à leur distance, parce que c'est ce que font les maisons. Elles remettent les gens à leur place dès qu'on cesse de les tenir ensemble. Camille se dit qu'il valait mieux ainsi. Elle se dit qu'un legs n'est pas une déclaration, qu'administrer une fondation n'est pas partager un parapluie, et qu'elle ferait mieux de ranger dans le tiroir des choses qu'on ne raconte pas l'hiver entier qu'elle venait de vivre. Elle avait une œuvre à bâtir, un toit à donner à des femmes comme elle, et cela suffisait à une vie. Cela devait suffire. Mais il y avait la lettre cousue contre sa poitrine qu'elle n'avait toujours pas montrée. Et il y a des comptes qu'on ne peut pas fermer sans les avoir lus tout haut. Ce fut elle qui vint cette fois. Un soir de la fin avril, elle descendit à la bibliothèque à 10 heures, comme au plus beau soir de l'hiver, et elle trouva le duc à la grande table, non pas devant ses comptes, mais devant rien, le dé à coudre d'argent de Marguerite entre 2 doigts, qu'il faisait tourner et tourner, avec l'expression de quelqu'un qui essaie de se souvenir d'une phrase qu'on lui a dite il y a longtemps, et qu'il n'a pas écoutée. « J'ai quelque chose à vous lire, monsieur, » dit-elle, à voix haute, ici, devant vous. Il leva les yeux. Il reconnut ses propres mots de novembre dans sa bouche à elle, et quelque chose passa sur son visage. Pas un sourire. Il ne souriait pas, mais le lieu où un sourire aurait pu être. « Je vous écoute, mademoiselle Ferrand. C'est le peu qu'on chuchote qui coûte cher, m'avez-vous dit un jour. Alors dites-le tout haut. » Elle tira la lettre de la poche intérieure de son corsage, la déplia et elle lut. Elle lut l'automne 1814, les rideaux du grand salon, la femme tombée près de la fenêtre, le corset délacé, la fenêtre ouverte, le souffle qui revient, le fichu replié, le silence gardé. Elle lut « Ce qu'on chuchote coûte cher, madame, et ceci ne regarde que vous ». Elle lut le nom, Camille Ferrand, rue des Trois Clés. Elle lut « Je meurs en devant ma seule minute de paix véritable à une femme dont mon mari n'a jamais entendu le nom ». Et elle lut jusqu'au bout, sans que sa voix tremblât davantage que le papier ne tremblait au premier jour. « Je leur laisse ma place à la pluie ». Puis elle reposa la lettre, bien à plat sur la table, entre eux deux, et elle attendit, droite, exacte, une femme qui venait de fermer le dernier des comptes qu'elle avait à fermer. Le duc ne dit rien pendant très longtemps. Il ne pressa pas l'arête de son nez. Il ne tapota pas la table. Il posa seulement le dé à coudre d'argent, doucement, à côté de la lettre, comme on réunit 2 choses qui auraient toujours dû être ensemble. Il resta ainsi, à regarder ces 2 objets, un dé et une lettre, tout ce qui restait d'une femme qui avait su, mieux que lui, ce que lui-même voulait.
Il y avait quelque chose dans son visage que Camille n'avait pas encore appris à nommer en 5 mois, et qu'elle nomma ce soir-là pour la première fois. Ce n'était pas du chagrin, ce n'était pas du remords. C'était la reconnaissance tardive d'un homme qui vient de comprendre qu'il a été aimé pendant 20 ans et sauvé une fois par 2 femmes qui ne s'étaient parlé qu'1 minute, un après-midi d'automne, près d'une fenêtre. « Elle vous a choisi, dit-il enfin, pas pour les robes, pour moi. Je crois qu'elle nous a choisis l'un pour l'autre, monsieur. C'est différent. Elle ne nous a rien donné qu'1 an et une raison de rester dans la même maison. Le reste, elle a écrit qu'il faudrait que nous le fissions nous-mêmes. » Camille regarda la lettre. Elle a écrit qu'1 an, c'est le temps qu'il faut pour qu'un homme finisse un livre. Le duc se leva. Il fit le tour de la table. Il traversa, pour la première fois depuis novembre, l'espace qui les séparait, tout cet espace que la narration avait passé 5 mois à mesurer. De l'autre côté de la table, de l'autre côté de la pièce, de l'autre côté de tout. Il vint se tenir près d'elle, sans la toucher, sa main posée sur le bois à 1 pouce de la sienne. Et il ne dit pas « je vous aime », car on ne dit pas ces choses dans les maisons comme celle-ci, et il n'était pas homme à apprendre en une nuit ce qu'il avait mis 20 ans à ne pas dire. Il dit « La serre est à 16 degrés, toute l'année, je continuerai de la chauffer. » Il fit une pause. « Si vous vouliez y venir le matin, pour bâtir votre fondation, il y fait plus clair que dans les cabinets et l'on y parle plus haut. » Camille regarda cet homme qui venait de lui offrir, dans la seule langue qu'il connut, tout ce qu'il ne savait pas dire autrement. Une chaleur entretenue pour personne, et qui désormais le serait pour elle. Un jardin où sa femme venait le matin, et où il l'invitait à venir à son tour, une place à la lumière au lieu d'une place dans l'ombre du chambranle. Elle comprit que c'était une déclaration, la plus entière qu'il put faire, déguisée en degrés et en horaires, comme la clause avait été un cadeau déguisé en chaîne. Elle ne se donna pas, mais elle ne se déroba pas non plus. Elle reprit la lettre, la replia dans son 8 ancien et la posa dans la main du duc, refermant les doigts de l'homme dessus. « Gardez-la, monsieur. C'est à vous qu'elle l'écrivait, au fond, comme tout le reste. Vous n'aviez qu'un défaut. Vous ne lisiez jamais jusqu'à la marge. » Elle prit son coffret d'épingles sur la table. « Je serai à la serre demain matin, à 16 degrés. Il y a une maison à bâtir sur le lot du Nord, et je ne sais pas encore combien d'années cela me prendra. Peut-être plus d'une. Peut-être plus d'une, répéta le duc, et ce fut de cet homme la chose la plus proche d'un oui qu'elle l'entendit jamais dire. Bonsoir, votre grâce. Bonsoir, mademoiselle Ferrand. Elle remonta l'escalier, celui qu'il descendait chaque nuit, et sur le 3e degré à partir du bas, celui dont la rampe de merisier était usée jusqu'au bois clair, elle s'arrêta une seconde sans savoir pourquoi, à l'endroit exact où lui s'arrêtait chaque soir depuis toujours, puis elle monta se coucher. Elle, le lendemain matin, la pluie de novembre était depuis longtemps devenue la pluie d'avril, plus tendre, plus verte, mais c'était toujours de la pluie, sur les tilleuls de Rançon, sur le gravier, sur les ardoises grises. Dans la serre, à 16 degrés, un camélia rouge finissait de s'ouvrir. Camille Ferrand y étala un patron sur la longue table de rempotage, posa son étui de fer blanc à côté et compta ses épingles avant de compter quoi que ce fût d'autre. 11. C'était plus sûr. À l'autre bout de la serre, la porte vitrée s'ouvrit et un pas égal s'avança sur les dalles, un pas qui, cette fois, ne s'arrêta à aucun degré parce qu'il n'y avait plus rien, entre eux deux, à hésiter de descendre. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. Elle lissa d'abord le bord du patron, du pouce, 1 fois, 2 fois. La pluie continua. Histoire racontée avec un amour tranquille. Une lettre sans date est arrivée, portant un hiver que l'automne avait gardé. Une clause, un nom que le pays chuchotait, un conte que personne n'osait lire tout haut. Elle a plié sa peur en silence. Elle a choisi le chemin que nul ne voulait voir. C'est ainsi, sans rien promettre, que 2 étrangers se sont trouvés dans le froid. Lui, l'homme que le monde mariait déjà. Elle, la femme qui rendait neuf ce qu'on jetait. Une lettre sans date est arrivée,
portant un hiver que l'automne avait gardé. Une clause, un nom que le pays chuchotait, un conte que personne n'osait lire tout haut. Elle a plié sa peur en silence. Elle a choisi le chemin que nul ne voulait voir. C'est ainsi, sans rien promettre, que deux étrangers se sont trouvés dans le froid. Lui, l'homme que le monde mariait déjà. Elle, la femme qui rendait neuf ce qu'on jetait. Si des histoires comme celle-ci vous accompagnent dans la nuit, laissez un commentaire et un abonnement. C'est ce qui fait qu'on continue de les raconter ici. Ceci est une œuvre de fiction située dans la France de la Restauration. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait une pure coïncidence.